Hello, c'est Maudie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Cultivons-nous. Et oui, l'épisode 2 sort des années après le premier. J'avais en vérité, je vous jure, jamais abandonné ce format. C'est juste que j'avais écrit cette vidéo il y a vraiment plus d'un an et je ne l'ai jamais tournée. J'avais pas pris le temps de me remettre devant un setup comme ça. Les vidéos que vous avez vues sur la chaîne, c'est soit des best-of, soit des vidéos qui ont été tournées devant mon ordinateur avec mon setup webcam classique. Et là, je ressors l'appareil photo, je ressors le micro et je reviens sur YouTube pour vous parler d'une exposition qui est terminée depuis longtemps maintenant, l'exposition Vénénum qui a lieu au musée Confluence à Lyon. Mais j'avais envie de vous parler d'un tableau, j'avais fait mes recherches dessus, et je me suis dit que même si l'expo est terminée, ça peut vous donner envie d'aller voir d'autres expos, et puis vous donner un petit peu à voir des choses que vous n'avez pas si vous n'êtes pas sur Lyon. Alors pour vous redonner le contexte pour les personnes qui n'ont pas pu aller voir cette expo, elle s'appelle Vénénum, donc Monde empoisonné. Donc c'est tout ce qui tourne autour du poison, de la question du poison, et elle a duré extrêmement longtemps, c'est-à-dire qu'en gros les dates ont été réallongées tellement elle fonctionnait de ouf et que tout le monde y allait. À savoir que le musée Confluence est gratuit pour les étudiants et c'est comme ça que moi j'ai pu en profiter. Donc je vous rappelle que le but c'est pas de vous faire un compte rendu de l'exposition, ça c'est plus le propos d'un vlog pour moi, où je vous emmène avec moi, on se balade et vous voyez un petit peu l'expo avec mes yeux. Là l'idée c'est vraiment de vous donner à voir une œuvre en particulier qui m'a marqué et de vous faire part des recherches que j'ai fait un peu dessus et ce que j'ai découvert. J'ai choisi de vous présenter encore une fois un tableau, celui-là s'appelle Le chemin vers le premier peyote. Du coup pourquoi ce tableau? Et ben en fait quand je l'ai vu, donc il y avait le titre, Le chemin vers le premier peyote, et là je voyais des formes, je voyais pas de chemin et je savais même pas ce que c'était qu'un peyote. Donc je me suis dit, ce tableau est fort joli, mais je ne comprends pas. J'ai commencé à faire des recherches, et là j'ai découvert que le peyote, c'était en fait une plante qui était utilisée pour des rituels chamaniques. Du coup, pour pouvoir retracer l'histoire de ce tableau et qu'on essaye un peu de le décortiquer et de le comprendre, il faut retracer l'histoire du chamanisme. C'est ce que je vais faire du coup là en première partie, qui va être en gros la plus grosse partie parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus passionnant, comprendre ce qu'est le chamanisme. Et en faisant mes recherches sur la magnifique plateforme Cairn, je suis tombée sur un livre paru en 2017 qui retrace tout ce qu'on sait aujourd'hui du chamanisme et qui est vraiment extrêmement intéressant. Donc c'est sur ce livre-là que je vais me baser pour vous expliquer la majeure partie des choses que je vais vous expliquer aujourd'hui. Déjà, je pense qu'il est important de rappeler que quand on utilise le mot chamanisme, on a toutes et tous une image mentale qui nous vient en tête. Donc on a tous une espèce de prénotion, des préjugés qu'on a sur le chamanisme. Souvent on imagine ça lié à des populations qu'on juge comme dépassées, traditionnalistes, et on dit que le chamanisme du coup c'est de l'ordre de la croyance. Dans ce cadre-là, on imagine les chamans un peu comme des gourous qui font croire à la magie et qui disent discuter avec les esprits. Alors moi je vais essayer ici de me dégager de ces prénotions, de ces clichés, pour vous montrer les cultures qui existent à travers la pratique du chamanisme. En n'oubliant pas que j'ai découvert tout ça grâce à mes lectures et à mes recherches, mais que du coup je suis pas nécessairement spécialiste du sujet. Petite parenthèse, il faut savoir que pour mes recherches je me suis principalement concentrée sur le continent américain. Tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que le chamanisme, je cite, c'est l'un des plus grands systèmes imaginés par l'esprit humain dans diverses régions du monde pour donner sens aux événements et pour agir sur eux. Donc en fait, dans certaines cultures, dans certaines populations, le chamanisme c'est en fait une institution sociale. Une institution vraiment dans le sens où on l'entend en France par exemple avec des ministres, des députés, des personnes qui vont nous expliquer la nécessité de la croissance économique par exemple. La question ce n'est pas est-ce qu'on les croit ou non, est-ce que ce qu'ils disent est vrai ou non, mais est-ce que leur discours donne du sens à notre situation pratique. Par exemple, vous avez le discours « une fermeture d'usine ». Mais oui, mais c'est intolérable, les travailleurs français coûtent beaucoup trop cher par rapport aux travailleurs étrangers. Du coup, nécessairement, on est amené à fermer et à licencier des emplois. Et bien ça, c'est un discours que va pas tenir le chaman, lui il va pas parler de chômage, etc. Mais il va donner des sens aux maux quotidiens que vivent les populations. Nous, on vit la crise économique, eux vivent d'autres types de problèmes, et du coup le chaman va donner du sens à tout ça. Donc le chaman, il va pas parler d'austérité, mais par contre, si la population vient à manquer de gibier, il va expliquer quels sacrifices sont nécessaires pour essayer d'apaiser la nature. Donc le chaman, il apaise pas les patrons ou les actionnaires, mais vraiment la nature. De ce point de vue-là, le chaman comme le ministre, en fait, il répond à une demande et surtout, il est socialement reconnu. Ce qu'il va faire, c'est que d'une part, il va donner du sens aux infortunes de la vie, et d'autre part, il va tenter d'y apporter des solutions. Donc nous, on a des réformes, eux, ils ont des sacrifices. Ce qu'on attend du coup d'un chaman, c'est qu'il utilise son savoir, sa pensée, sa sagesse, pour répondre au pourquoi et au comment des infortunes. Par exemple, nouvelle citation, pour la chasse, le chaman doit persuader un maître des animaux d'abandonner aux humains quelques têtes de son troupeau. S'il s'agit de guerre, il devra affaiblir les forces de l'ennemi. Donc pour faire cela, en fait, il doit accéder au monde autre, au monde des esprits, pour pouvoir répondre à ses requêtes.
Ce qui est montré en fait dans les ouvrages, c'est que le chaman c'est quelqu'un qui a des compétences pratiques, utilisables et qui sont reconnues. Donc du coup le chaman c'est avant tout un bon orateur, quelqu'un qui possède aussi une énorme culture générale et qui connaît très bien sa communauté. Et le chaman dans sa forme concrète, ça prend la forme vraiment d'un art théâtral, c'est-à-dire qu'on se met en scène en train de rentrer dans le monde autre. Ce que j'ai trouvé super intéressant dans ces lectures, c'est que la personne qu'on imagine comme un gourou est en fait la personne détentrice du pouvoir politique dans ces communautés, qui possède des vraies compétences qui sont reconnues et qui essaye de donner du sens en fait aux situations concrètes que vivent les personnes. Donc en fait c'est vraiment un sens institutionnel tel qu'on le connaît nous, mais qui est transcrit de manière différente dans d'autres communautés, dans d'autres formes de population. Si maintenant on retourne au tableau, donc le chemin vers le premier peyote, le peyote est utilisé dans des rites chamaniques. Donc le peyote, il y a plein de prononciations et de manières de l'écrire différentes, c'est un petit cactus hallucinogène qui se ramasse dans le désert et qui est utilisé pour ces rites chamaniques. Donc le tableau que j'ai pu voir pendant l'exposition Vénénum, il reflète, il illustre ce qu'on peut ressentir lorsqu'on prend ce cactus hallucinogène. Donc les effets ressentis pendant le rite, pendant la prise du cactus, donc des effets hyper colorés, psychédéliques, qui nous font partir. À savoir que maintenant évidemment il y a tout un tourisme pour ces peyotes et que des occidentaux vont dans le désert sniffer des cactus. Ils veulent essayer de vivre des expériences chamaniques en se droguant avec des peyotes. Donc le peyote est en train de disparaître. J'ai pu lire également, ce n'est pas pour rien que ce tableau m'a attiré le regard. Apparemment, il a attiré l'œil de beaucoup d'autres occidentaux, à tel point que les commerçants d'art et les personnes qui gèrent les galeries d'art poussent en fait les communautés autochtones, donc ici la communauté Wicol, ou Wichol, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, à produire ce type de tableau. Donc en fait, on fait des productions chamaniques parce que ça plaît aux occidentaux. Et donc c'est plus tant vraiment des peintures dites traditionnelles que des nouveaux styles et des nouveaux artistes qui émergent pour répondre à cette demande d'exotisme de la part des occidentaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'est pas tant l'analyse du tableau en elle-même que la découverte du contexte autour. Mais en même temps, c'est ce avec quoi je suis le plus à l'aise. Comme je découvre l'art en même temps que vous, j'ai l'impression que j'apprends beaucoup plus en me renseignant sur le contexte que juste en travaillant sur les tableaux en eux-mêmes. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît sur ce format-là. N'hésitez pas à me faire vos retours ou vos précisions si vous en avez, si vous avez vous aussi du savoir là-dessus en commentaire. Et puis je vous laisse avec le lien de mon Tipeee que j'ai lancé pour un nouveau projet. Alors je vous expliquerai tout ça en vidéo dans une prochaine vidéo. Je vais pas laisser plus de place sur ça ici, mais n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Et je vais vous laisser avec une dernière citation du livre qui parle du chamanisme. L'étude du chamanisme permet de découvrir et de comprendre comment des hommes dépourvus de nos sciences ont élaboré un système intellectuel et religieux cohérent pour expliquer l'ordre des choses et les événements qui le perturbent, pour justifier l'aléatoire ou l'irréparable, pour répondre aux angoisses et aux souffrances humaines, et pour instituer une alliance honorable avec la nature.